Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Droit Société Politique. Afrique des Grands Lacs, collection dirigée par Jean-François Boudet. Limitée à un espace géographique donné, la collection Droit Société Politique Afrique des Grands Lacs accueille des ouvrages scientifiques et professionnels de qualité, écrits autant par des juristes que des économistes, des historiens, des politistes, des philosophes ou des sociologues, contribuant à la publication et à la diffusion d'ouvrages ainsi que des outils pédagogiques au service du droit et de la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Déjà paru. Emmanuel Nyampatsi, itinéraire spirituel d'un ex-prêtre rwandais. Pour la joie de vivre, 2021. Jean-François Boudet, coord. Avec le soutien de Paul Lance, Justice français et génocide des Tutsis au Rwanda, 2021. Justine Adrikaomundua, lecture de la Bible et engagement politique en République démocratique du Congo, 2020. Justine Adrikaomundua, Léopold II, la Belgique, le Congo et les Congolais. Réflexion philosophique et théologique sur l'étatisation du bassin du fleuve Congo, 2020. Justine Adrikaomundua, Plaidoyer pour une République démocratique du Congo échangeur d'Afrique et du monde, 2019. Justine Adrikaomundua, Le peuple congolais et la démocratie, 2019. Justine Adrikaomundua, Une nouvelle théologie pour la République démocratique du Congo et le tiers-monde, 2019. Justine Adrikaomundua, La République démocratique du Congo, prodigue ou prodige, Essai d'une philosophie politique et d'une théologie pour le Congo, 2019. Astou Fall, Le traitement juridictionnel du crime de génocide et des crimes contre l'humanité commis au Rwanda, 2017. Bimana, Tax Law and Public Finance in Rwanda, 2015. Introduction générale. OBRILLANT DAMU. Le viol doit être défini comme un crime contre l'humanité de l'autre. Comme le montre le présent ouvrage, d'une manière globale, il s'apparente à une culture qui est mise au service de la domination masculine sur les femmes. Même si les hommes peuvent être violés par leurs homologues et par des femmes, le crime de viol touche majoritairement les femmes du monde, quel que soit leur niveau d'éducation, leur âge, leur origine sociale et la couleur de leur peau. Le viol constitue une épée de Damoclès qui plane sur la tête des personnes de sexe différent, car elles peuvent être violées n'importe où et n'importe quand par n'importe qui. Cependant, il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes face à la vulnérabilité aux crimes sexuels. L'illusion d'invulnérabilité ontologique, le malheur n'arrive qu'aux autres. Je ne serai jamais violé. Le viol ne me concerne pas, des gens les empêchent de lutter contre le viol et d'aider ses victimes. Dans les pays du Nord et du Sud, le nombre d'associations féministes qui s'engagent à prévenir ce fléau intrasociétal et à accompagner les personnes qui en sont victimes est largement insuffisant. De leur côté, si les hommes créaient des collectifs de lutte contre les crimes sexuels, ils participeraient sans nul doute à la réduction du nombre de victimes féminines et masculines à l'échelle nationale et mondiale. Le combat contre les viols ne doit donc pas concerner uniquement les femmes. Si l'on connaissait l'impact du viol sur les sentiments moraux, la honte, la culpabilité, et sur les capacités d'orientation de ces victimes, on comprendrait pourquoi celles-ci entretiennent la mort dans l'âme une culture du silence autour de cet événement polytraumatique. Les personnes qui ont osé rompre le mur du silence sont des êtres extraordinaires ou des héros. L'un des rôles des associations luttant contre le viol est non seulement d'inciter les autorités politiques à l'inscrire dans leur agenda, mais encore d'encourager les victimes à porter plainte, culture de la dénonciation. Chez de nombreuses personnes n'ayant pas suivi un traitement psychothérapique à l'issue de leur viol, celui-ci est devenu une véritable maladie chronique dont elles ne sont pas toujours conscientes de tous les symptômes. Si certaines victimes de viol réussissent à transformer le chaos vécu en ordre, d'autres ont besoin d'être soutenues dans leur stratégie de reconstruction de soi et de retour à la vie. DAMU, 2020. Dans cet ouvrage collectif intitulé Le viol, un crime contre l'humanité de l'autre, les collaborateurs et les collaboratrices d'horizons multiples, Haïti, Rwanda, France, Cameroun, Canada, Colombie, Bénin,
ont abordé le viol dans une perspective victimologique et anthropologique. La diversité des approches disciplinaires convoquées pour rendre compte de ce phénomène aux dimensions multiples leur a permis, dans une certaine mesure, de comprendre la souffrance des victimes féminines auxquelles ce livre de 9 chapitres est consacré. Dans sa contribution, Aubryan Damu présente, dans une perspective victimocentrée, des témoignages collectés en 2018 auprès de 11 victimes de viols de divers types à Port-de-Paix, Haïti. Les victimes qu'il a rencontrées se représentent le viol comme un mal générateur de souffrances de toutes sortes dont il est difficile de parler. L'impact du viol sur les sentiments moraux de ces femmes constituait l'un des freins à la libération de leurs paroles testimoniales, émancipatrices. Les discours testimoniaux recueillis montrent qu'il leur est difficile de redevenir comme avant, en dépit du temps qui passe, de la solidarité des autres, parents, proches, amis, médecins, et des soins traditionnels autoprodigués. Si quelques-unes d'entre elles ont pu surpasser le viol subi en faisant un moteur de l'action et de l'orientation, elles n'ont pas pu effacer leur identité imposée ou endurée de femmes violées, comme en témoigne la persistance des flashbacks et des sentiments négatifs générés par les crimes sexuels subis. Bodios Vallière-Lua et Liberata Gaongaïr ont étudié dans leurs textes à 4 mains le viol des femmes Tutsi comme arme de génocide. En 1994, les mères Tutsi et leurs filles ont été violées par des Interahamwe, une milice pro-gouvernementale qui s'adonnait à des activités criminelles et meurtrières avant et pendant le génocide, par des civils ou par des soldats de l'armée du gouvernement génocidaire. Les témoignages colligés auprès des survivantes du génocide et du viol indiquent le caractère inédit de l'imagination criminelle des génocidaires dont l'objectif était de briser moralement et psychologiquement leurs victimes avant de les tuer physiquement. Dans leurs analyses, les auteurs ont également montré que les viols et les violences sexuelles subies par les femmes Tutsi pendant le génocide n'étaient pas aveugles ni désordonnés. Encouragés et parfois supervisés par les autorités étatiques, ils se fondaient sur une méthode savamment élaborée pour l'extermination totale des Tutsis. Dans son texte, Diogène Bideri a étudié les viols systématiques commis contre les femmes Tutsis lors du génocide de 1994, dans la perspective du droit international pénal. En examinant quelques jugements dominants, il met en exergue comment le travail du juge international ainsi que son interprétation du droit existant ont abouti à un cadre juridique applicable au viol dans le contexte de génocide ou de crimes contre l'humanité. Dans son chapitre, Jean Guinado montre que le silence autour du viol des femmes québécoises est imposé par leur société. Ce silence est d'or pour les violeurs, mais de plomb pour les victimes. On ne se tait pas naturellement à l'issue d'un viol, car le silence est une construction sociale et culturelle. Le viol commis par les directeurs de conscience, prêtres et les frères au sein de l'Église catholique est l'un des crimes sexuels les plus niés au monde. Pour Nadeau, les victimes des violeurs religieux qui ont brisé la forteresse du silence sont des combattantes. Les féministes ont beaucoup contribué à la libération de la parole des personnes violées, en faisant des victimes des sujets parlants et agissant afin de rendre public le viol subi. Le chapitre de Gérard Lopez s'intéresse à la culture du viol en France. Il a emprunté le terme de culture du viol au mouvement féministe pour décrire et interpréter les causes du déni de la fréquence et des conséquences des violences sexuelles en France. Pour Lopez, cette culture du viol, qui est constamment dénoncée par les associations, par les féministes et par de nombreuses victimes et survivantes de viol, est entretenue par les lois, les déclarations mensongères de certains politiques, le dysfonctionnement judiciaire, l'incompétence et le manque d'empathie de certains professionnels de santé. Christine Théodore analyse dans son texte les conséquences d'un viol sur le plan individuel et familial en se fondant sur 3 entretiens cliniques réalisés avec une victime d'origine africaine. Le viol est défini en creux comme une effraction dans le temple corporel et dans l'appareil psychique de la victime. Pour le cas présenté, la lecture des propos de la victime donne à voir que le viol subi n'a pas impacté ses relations amicales avec les hommes. Gem Andrés Quintero Gaviria, Anrela Maria Castaño Peñuela et Marta Yelisa Figueroa Mosquera ont abordé la problématique de la violence sexuelle subie par les femmes afro-colombiennes, territoire de Choco, dans le contexte du conflit armé colombien. Leur approche se fonde sur un dialogue entre 2 propositions théoriques, la décolonialité et la psychanalyse, car ils ont affaire à une population qui, en principe,
plonge ses racines dans l'histoire de l'esclavage et du colonialisme occidental. Les Afro-Colombiennes doivent faire face non seulement aux effets de la violence sexuelle, mais aussi à l'abandon et aux préjugés coloniaux qui persistent dans l'imaginaire social d'une grande partie de la société colombienne. Dans leur contribution, Magiabou Chidjo Aline et Mjeboa Vandelin décrivent les conséquences du viol sur l'identité féminine à partir des discours testimoniaux de 2 adolescentes camerounaises victimes de viol familial. Ces auteurs s'intéressent également à l'incidence du silence complice de la communauté sur la victime de viol au moment de la réalisation des tâches développementales. L'analyse des matériaux primaires recueillis a révélé que le silence autour du viol et la tendance communautaire au musellement de la victime exacerbe le traumatisme et perturbe particulièrement le déroulement du processus identitaire. Dans le dernier chapitre du collectif, Hortensia Vicencia Akasha Akakpo indique que la violence basée sur le genre est reliée à une constellation multifactorielle. Les hommes et les femmes qui ont pris part à son enquête définissent ce type de violence comme un fait négatif. D'après son étude, les violences basées sur le genre sont influencées par des facteurs tels que l'âge et le niveau d'éducation des acteurs. Chapitre 1. Les représentations de soi, après un viol en Haïti. OBRILLANT DAMU. Le viol est un événement polytraumatique qui affecte les représentations de soi et du monde de ses victimes, représentations qui varient selon divers facteurs comme le sexe, la société, la culture, l'âge, le niveau d'éducation, le sentiment religieux, l'origine sociale, etc. Les discours testimoniaux recueillis auprès de nombreuses victimes haïtiennes d'AMU 2018, 2019, 2020 montrent qu'il leur est difficile de redevenir comme avant en dépit du temps qui passe, de la solidarité des autres, parents, proches, amis, médecins, et des soins traditionnels autoprodigués. Si quelques-unes d'entre elles ont tiré des bénéfices personnels de leur viol en faisant un moteur de l'action et de l'orientation, reconquête illusoire de l'identité perdue, inscription de soi dans un processus identitaire choisi, plasticité ontologique ou anthropologique, elles n'ont pas pu effacer leur identité imposée ou subie de femmes violées, comme en témoigne la persistance des flashbacks et des sentiments négatifs, sentiments de culpabilité, de honte, de souillure, etc., générés par les crimes sexuels subis. Le déni de viol n'empêche pas ces victimes féminines d'en éprouver les conséquences protéiformes dans un monde dominé par des hommes. Chez les violeurs, on peut considérer ce déni comme un facteur de récidive, de blocage de la capacité à soulager leur conscience criminelle et d'obstacle à la collecte des informations suffisantes sur leurs activités sexuelles criminelles. S'il est difficile de porter plainte après avoir subi un viol familial, c'est parce que ces victimes ont honte d'elles-mêmes, ont honte pour leurs bourreaux et leurs familles. La majorité des victimes de ce type de viol ne brisent pas l'omerta de crainte de jeter le discrédit sur leurs bourreaux et leurs familles. Le sentiment de honte serait donc plus faible chez les femmes ayant été violées par un ou plusieurs inconnus, que chez celles qui ont subi un viol de la part d'un proche. Le sentiment de résignation est très puissant chez les dernières dont l'existence est souvent tributaire du soutien matériel de leurs bourreaux. Pour ne pas perdre des avantages matériels, argent, nourriture, logement, etc., elles taisent les faits. Souvent, elles sont réduites au silence par leurs violeurs. Les représentations négatives de soi et la croyance en l'existence d'un monde social injuste, qui sont très fortes chez certaines d'entre elles, constituent un obstacle à l'autopoïèse, la fabrication de soi, et à l'orientation par soi-même tout au long de la vie. Le viol familial constitue un crime sexuel à géométrie variable puisqu'il peut être commis par un membre de la parenté biologique, père, frère, demi-frère, oncle paternel ou maternel, cousin paternel ou maternel, neveu, etc., social, frère adoptif, frère du père adoptif, mari de sa sœur, de sa tante, etc., ou psychologique, un voisin qui soigne régulièrement sur le plan matériel et affectif, une fillette dont les parents biologiques s'absentent est considérée comme un parent. Comment les victimes de viol familial, de viols commis par des inconnus ou par un petit ami, etc., se définissent-elles à l'issue des faits? Comment perçoivent-elles le monde? Comment les violeurs se représentent-ils leurs victimes? Pour répondre à ces questions, nous allons présenter des témoignages collectés en 2018 auprès de 11 victimes de viols de divers types et de 2 violeurs à Port-de-Paix. 1. Méthodologie. En 2018,
une enquête par entretien directif a été réalisée auprès de 11 victimes de viol et de 2 criminels sexuels dans la région du Nord-Ouest, Port-de-Paix. D'une durée moyenne de 60 minutes chacun, les entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement. Toutes les victimes de viol rencontrées sont des femmes âgées de 25 à 34 ans au moment de l'enquête. Les 2 violeurs interviewés sont âgés de 39 et 56 ans au moment de notre rencontre. Les catégories de viols présentées ci-après n'ont pas été prédéterminées. Tableau 1, nombre de victimes selon le type de viol. Tableau 2, profil des victimes de viol enquêtées. Tableau 3, profil des 2 criminels sexuels enquêtés. 2. Présentation des témoignages sur les viols familiaux. 2.1 Le témoignage de Josette. Josette a été violée par le mari de sa tante, un oncle par alliance, à l'âge de 10 ans. Elle était vierge. Son violeur a menacé d'utiliser son vêtement ensanglanté, afin de la contraindre au silence. Elle raconte : « Je me sentais malade et frustrée. Je n'ai pas pu raconter le viol à mes parents, car mon oncle m'avait dit qu'il avait mon sang dans ses mains et qu'il pourrait me faire du mal si je parlais du viol. Il y avait du sang dans le vêtement qu'il a utilisé pour me bâillonner, lorsqu'il me violait. » 2 raisons peuvent être évoquées pour expliquer la confiscation du vêtement taché de sang de la victime par le criminel sexuel. Ou bien celui-ci croyait pouvoir tuer sa victime en utilisant son sang. La partie vaut le tout. Ou bien il craignait que ses proches lui fassent du mal en usant du sang de son pénis. Le sang de la victime et celui du violeur représentent leur vie organique. Pendant des années, Josette a été animée par le désir de tuer son violeur ou la fillette de celui-ci, pulsion de meurtre. Il s'agissait d'appliquer la loi du talion. Tel mal tu m'as fait, tel mal te sera fait. Le viol est vécu comme un meurtre ou un vol de vie. Mais le sentiment religieux de la victime l'a empêché de réaliser sa pulsion de destructivité. Elle déclare : « Je me suis toujours dit que je tuerais mon oncle quand je deviendrais adulte. Maintenant je n'y pense plus. Je n'y pense pas trop, car je ne veux pas faire de mal à sa fillette. Sa femme lui a donné une fillette quelque temps après mon viol. Je prie le bon Dieu tous les jours pour qu'il puisse m'aider à surmonter mon sentiment de vengeance et de haine. Le viol que j'ai subi m'a beaucoup traumatisée. J'ai peur d'en parler à mes proches. J'en ai parlé à mon médecin. Je souffre d'un kyste ovarien. » Josette pense que le kyste de l'ovaire est dû à son viol. Le viol serait un péché dont cette maladie est la conséquence. S'agit-il d'un sentiment de culpabilité inavoué ? Josette se débarrasse de la culpabilité ressentie sur ses parents. Je considère ce viol comme un événement tragique. Je pense que mes parents en sont responsables. Je ne me rappelle pas totalement les faits. Josette explique les circonstances de l'événement. Elle était en 5e année fondamentale à l'époque des faits. J'avais 10 ans. Ma maman était malade. Elle a été obligée de m'envoyer chez le mari de sa sœur pour me permettre de sauver le reste de l'année scolaire. C'est cette tante maternelle qui habite le plus proche de mes parents. Un samedi, il n'y avait personne d'autre chez elle, à part mon oncle et moi. Au sein de cette famille, il y avait un principe à respecter. Chaque jour, un membre doit réaliser un ensemble de tâches. Ce jour-là, c'était mon tour. J'ai donc été obligée de rester à la maison pour laver la vaisselle, faire le lit et passer le balai. Alors que je mettais un drap sur le lit, mon oncle est rentré dans la chambre à coucher. Comme il avait l'habitude d'y rentrer, je n'ai pas imaginé qu'il me ferait du mal. Je n'avais pas peur. Je n'ai pas pensé au mal à ce moment-là. J'étais une petite fille. J'étais donc naïve. Mon oncle m'a dit : « Comment tu vas ? » Il m'a mise sur ses jambes. Il me touchait. Il me disait qu'il m'aimait. En tant qu'enfant, je n'ai pas cru que mon oncle me violerait. Il m'a mise dans le lit. Il m'a fermé la bouche. Il est monté sur moi pour me violer. Je n'ai pas pu me défendre car j'étais une petite fille. Après le viol, je me suis dépêchée de quitter la chambre. J'ai pleuré. Personne n'a pu me secourir. J'ai été obligée de rester à l'intérieur de la maison, tout étant transi de peur. Je pleurais. Il m'a pris par la main puis m'a dit : « Si tu parles du viol, je vais te tuer. » Il m'a contrainte à mener une vie frustrée. Je suis tombée malade. Pendant plusieurs jours, j'avais de la fièvre.
Les occupants de la maison n'ont pas pris soin de moi, car je n'étais pas leur ami. Comme j'avais hésité à aller chez ma tante, ils ont pensé que je faisais semblant d'être malade. Je n'ai pas mis ma maman au courant, car je ne voulais pas la rendre plus malade. Elle avait alors beaucoup de problèmes. Je ne me sentais pas proche de mon père. Il était sadique. Il aurait pu dire que j'ai accepté de me faire violer, si je l'avais informé de l'événement. Je n'ai pu mettre personne au courant. De plus, mon oncle m'a dit qu'il me tuerait si je le faisais. J'ai su que personne ne me croirait si je dénonçais le viol, car le mari de ma tante avait l'air très moral. La perte de confiance dans les hommes. Josette ne donne sa confiance ni à son ex-petit ami ni aux autres hommes. Le monde masculin est perçu comme un ensemble d'êtres susceptibles de passer à l'acte sexuel violent, ou de violer. Elle parle de l'impact du viol sur sa relation avec son ex-amoureux et sur sa propre sexualité. J'ai eu un petit ami. Je pleurais quand nous nous caressions. J'ai eu toujours peur. Parfois, j'ai repoussé mon par exemple. On se caressait, mais on ne faisait pas l'amour, car je revivais le viol chaque fois que ce dernier se trouvait à côté de moi. Je ne lui faisais pas confiance. Je ne donne pas non plus ma confiance aux autres personnes. Nous ne sommes plus ensemble pour la raison suivante. Un jour, je me suis sentie tellement traumatisée et fragilisée que j'ai dû le repousser. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu as ?» Je lui ai répondu que je n'avais rien. Sur son insistance, je lui ai raconté mon viol. Je lui ai dit que mon oncle m'avait violée, pensant que cette information pourrait me soulager. Mais je m'étais trompée. Lors d'une dispute, mon ex m'a dit que je n'avais pas été violée par mon oncle, mais que je l'avais trompé. Il m'a dit que j'avais eu du mal à avouer mon infidélité. J'ai été très déçue par son comportement. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas avoir un nouveau copain. J'aime certains hommes. Mais j'ai peur de donner mon cœur à l'un d'entre eux. Je ne veux plus raconter mon viol à un petit ami. Mon ex s'est servi de cette histoire pour m'insulter. J'ai cadenassé mon viol dans une chambre de mon esprit. Je ne veux en parler à personne. Le rôle de la spiritualité dans la reconstruction de soi. L'Église joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le sentiment de souillure et de saleté puisque, en tant que lieu de rencontre avec le bon Dieu, elle incite à pardonner en faisant voler en éclats le désir de vengeance, facilite la purification de soi et le développement du sentiment de valeur. La pratique du jeûne et le recours à la prière au sein de l'Église permettent de se purifier le corps et l'esprit. La dimension spirituelle de l'existence permet de compenser l'absence de prise en charge judiciaire et de contenir la haine contre le violeur et contre soi-même. Josette prend la parole. J'essaie de gérer mon viol autant que je peux. Autrement dit, j'essaie d'être à l'aise avec mon entourage social. J'ai étudié la psychologie. Même si cette discipline ne me permet pas toujours de me remonter le moral, elle m'aide à aider mes patientes. Je vais à l'église. Je participe à des jeûnes. J'aime débiter des blagues, car elles m'aident à oublier certaines choses. Je prie sans cesse pour éviter de penser à mon viol et de me venger. La fille de mon oncle est mon amie. J'aime beaucoup ma petite cousine même si son père m'a fait du mal. Parfois, j'ai l'impression que ma vie est gâchée. Parfois, je pense que je ne suis pas une personne de valeur comme les autres jeunes femmes. Mais je me batte tous les jours pour composer avec ce viol que j'ai déjà vécu. Même si le viol est bien cadenassé dans sa tête, il est difficile à Josette de l'oublier une fois pour toutes. Il s'apparente à une maladie chronique avec laquelle il faut vivre. Les blagues de Josette lui permettent de l'oublier temporairement. Elle a choisi le métier de psychologue pour mieux comprendre le crime sexuel subi. 2.2. La parole testimoniale de Jeanne. Jeanne a été violée par un locataire qu'elle considérait comme un frère. Âgé de 30 ans à l'époque, le violeur est un raté scolaire qui était au chômage. Il avait l'air d'un mouton. Il draguait sa future victime. Par le passé, il avait tenté de violer une fillette. Cette dernière s'est débattue en vain. Elle a mis ses propres proches au courant. La police a essayé d'arrêter le criminel sexuel, mais celui-ci s'est enfui à la campagne puis en République dominicaine. Jeanne raconte : « Je vais t'expliquer comment cela s'est passé. Un jour, je me suis assise dans le salon de ma maison.
Il y avait un locataire chez moi. Nous avions l'habitude de regarder des films ensemble au salon. Alors que je regardais un film, j'ai vu le locataire fermer la porte. Il m'a dit : « Aujourd'hui c'est le dernier jour pour faire l'amour avec toi. » Je lui ai répondu : « Comment ? » Il m'a dit : « Oui. » Il m'a bâillonné. Il m'a violée sur un canapé. Il m'a déshabillée. Il s'est précipité sur moi, et m'a passé les bras autour du cou. Il n'était pas du tout jovial. Il a agi avec méchanceté. J'ai crié mais personne ne m'a secouru. Je me suis débattue, je n'ai pas pu le vaincre. Il m'a tapé. J'ai informé mes proches du viol. J'ai porté plainte contre le violeur. La police a tenté de l'arrêter. Celui-ci s'est réfugié à la campagne. Il a dû nous entendre dire que nous allions déposer une plainte contre lui au commissariat. L'amitié de Jeanne avec son futur bourreau a duré 1 an. Durant cette période, il l'a draguée. Mais elle lui a toujours dit qu'elle avait un amoureux. Ses proches ont mis celui-ci au courant du viol. Il l'a quitté. Quand je pense à mon viol, je me sens anéanti. Il est la cause de la rupture de ma relation amoureuse avec mon ex-petit ami. Celui-ci m'a dit : « Je t'avais dit de ne pas accorder ton amitié à cet homme. » Il me voyait parler au locataire. Il a pensé qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consentante. Il m'a dit de ne pas le mêler à cette histoire. Jeanne a perdu sa confiance dans le monde masculin. Elle craint de tomber amoureuse d'un homme. Elle ne se sent plus normale. Elle perçoit son viol comme une maladie chronique. Elle raconte : « Jusqu'à présent je ne me sens pas normale. J'ai beaucoup aimé mon copain. Chaque fois que je pense à mon viol, je me sens toujours mal. Le viol est devenu une maladie. J'y pense toujours, ce qui m'empêche d'avoir un nouveau petit ami. » Jeanne est persuadée que si son ex-copain l'avait aimée, il ne l'aurait pas quittée. Elle est déçue par son comportement. La peur d'être abandonnée par un nouveau copain la dissuade d'aimer. Elle prend la parole. « Depuis que mon ex m'a quittée, je n'ai pas essayé d'avoir un nouvel homme dans ma vie. Je crains d'aimer. Si mon ex m'avait vraiment aimée, il ne m'aurait pas abandonnée. À cause de cela, je crains les dragueurs de rue. » Jeanne n'a pas déménagé à l'issue de son viol, même si les gens de son quartier en ont été instruits. Elle se perçoit comme un corps transparent vis-à-vis du regard du monde et des habitants de son quartier. Elle a fait un test de dépistage du VIH à 2 reprises, car son violeur n'avait pas mis de cordon sanitaire avant de passer à l'acte violent. Elle dit : « Parfois je ne me sens pas à l'aise. Je me sens timide quand je sors dans la rue. Quand je rentre chez moi, les gens du quartier disent : Voici la jeune dame qui a été violée. Tous les gens de mon quartier sont au courant. Je suis allée à l'hôpital pour me faire purifier, fait lavage. Le violeur n'avait pas mis de préservatif. J'ai fait 2 tests de dépistage du sida. Je suis séronégative. » 2.3. Le témoignage de Zora. D'origine sociale modeste, Zora a été violée par un pasteur protestant chez qui elle habitait. Il s'agit aussi d'un viol ancillaire puisque Zora était traitée comme une enfant en domesticité communément appelée reste avec. Elle a mis son père biologique et la femme du criminel sexuel au courant. Elle narre les circonstances entourant l'événement en ces termes : « Je suis une jeune femme âgée de 30 ans. Ma maman vend du gaz, de l'huile et d'autres choses. Maintenant, elle ne vend plus rien à cause des problèmes de santé. Mon papa est un brouettier. Maintenant, je vis chez mes parents. Mais auparavant, j'habitais chez un pasteur. Un jour, il a commencé à introduire un doigt dans mon vagin pendant que sa femme était à l'église. Cela s'est passé un dimanche vers midi environ. Il m'a violée et m'a fait perdre ma virginité. J'avais honte. Je ne pouvais regarder personne dans les yeux. Le pasteur m'a demandé de ne pas parler du viol en faisant un secret. Il a craint que son église et sa famille ne soient au courant. Je ne voulais que personne n'en soit informé. Mais j'ai fini par mettre mon père et la femme du violeur au courant. La victime a raconté le viol à son père dans une perspective réparatrice. Après la mort de sa femme, le pasteur a continué de la forcer à faire le sexe. Elle raconte : sa femme est morte en 2010. Il a continué de me violer. Je n'ai pas eu l'audace de m'y opposer. J'ai été obligée de me faire violer. Chaque fois que le pasteur m'a violée,
j'ai vécu cela comme un problème. Je me suis toujours sentie dans une situation contraignante. Maintenant, je suis persuadée que je dois passer avec lui le reste de ma vie, car mon avenir est censé être gâché. Je ne veux pas qu'il le soit complètement. C'est pourquoi j'ai informé mon père du viol. Le père de Zora aurait demandé au pasteur, père spirituel et social, de prendre sa responsabilité morale en épousant sa victime. Le mariage si désiré par cette dernière aura une fonction rédemptrice et réparatrice dans la mesure où il permettra à son père spirituel d'effacer le crime ou le péché que représente le viol qu'il a commis. Elle affirme : « J'ai décidé d'épouser le pasteur car il m'a déjà rabaissé. Je m'y résigne, car ma vie n'est plus importante. Le sort en est jeté. » Zora explique comment le pasteur a préparé le viol. Il jouait avec moi. Comme il est un pasteur, un serviteur de Dieu, je lui faisais confiance. Un jour, il est venu me violer dans ma chambre. J'ai essayé d'y résister. Mais il m'a forcé à lui donner mon consentement. J'ai résisté à ce viol, car je crains la société et la femme du pasteur. De plus, j'ai voulu protéger mon avenir. Le crime sexuel qui lui a fait perdre sa virginité a été précédé de viols par pénétration digitale, mais Zora ne les considère pas comme des viols. Parfois, il introduisait un doigt dans mon vagin. Il se précipitait sur moi. Il me pressait. Il me disait : « Si tu cries, j'alerterai les gens. » 2.4. Le témoignage de Jacqueline. Fille d'une commerçante et d'un mécanicien, Jacqueline a été violée par un oncle, viol familial, qui habitait tout près de chez elle, viol de voisinage. Elle a été déflorée lors de son viol. Elle décrit celui-ci en ces termes : « Tu sais qu'un enfant aime se déplacer. Pendant que je rentrais de l'école, je me suis rendue chez mon oncle. Il m'a envoyé acheter 2 cigarettes. Après les avoir récupérées, il a fermé les portes de sa maison. Il m'a demandé de m'asseoir dans son lit et de l'attendre. Son fils, ses filles et sa femme n'étaient pas à la maison ce jour-là. Après s'être rassuré que les portes étaient bien fermées, mon oncle m'a fermé la bouche. Il s'est complètement dénudé. Il m'a violée. Je me suis débattue. Un bibelot s'est cassé. Il m'a dit : « Si tu informes les gens de chez toi que nous avons fait l'amour, je te tuerai. » Il m'a demandé de jeter ma petite culotte dans les toilettes. Comme mon intelligence n'avait pas encore atteint sa maturité, je l'y ai mise. Je n'ai jamais raconté le viol à mes parents. Je n'avais pas imaginé que mon oncle pourrait me violer. Il m'a vu grandir. Sa femme a été informée de mon viol. Elle m'a dit discrètement : « Ne parle pas de ton viol à ta maman de crainte qu'elle n'en fasse un scandale. On va juste blâmer ton oncle. » Je me suis calmée. Je n'ai pas mis mes parents au courant. Je me sens coupable d'être allée chez mon oncle. S'il m'avait violée chez moi, cela n'aurait pas été ma faute. J'avais honte car j'ai été violée par mon oncle. Après ce viol, je vais chez lui seulement quand il y a du monde. S'il est seul chez lui, je ne le fais pas de crainte de me faire violer à nouveau. C'est la peur d'être culpabilisée et battue par sa propre mère qui a incité Jacqueline à lui taire son viol. Elle déclare : « Ma mère m'a toujours dit de ne pas me laisser violer. L'idée qu'elle pourrait me battre si elle était instruite du viol que j'ai subi m'a toujours effrayée. » La victime a préféré mentir à sa mère plutôt que de lui faire le récit du viol subi. Après avoir été violée, j'ai dit à ma mère que j'avais mes règles. Le lendemain, j'ai eu de la fièvre, dit-elle. D'après la victime, son oncle fumeur et alcoolique a déjà violé une servante, viol ancillaire et des élèves. Il avait tenté de violer une cousine de Jacqueline. Mais cette femme en a parlé à sa propre mère. La travailleuse domestique a mis Jacqueline au courant de son viol. Cette dernière en a profité pour lui parler du sien. La servante a décidé de raconter aux parents de Jacqueline le viol subi par leur fille. J'avais mis du temps pour parler de mon viol. Une jeune servante travaillait chez mon oncle. Celui-ci l'a violée. La victime m'a mis au courant. Je lui ai dit qu'il m'avait aussi violée. Elle est allée raconter cela aux gens de chez moi. Ma mère et mon père en ont été informés. Je ne sais pas combien d'élèves il a violés. Comme il enseignait, il a commis beaucoup de viols sur elle, raconte Jacqueline. Les parents de Jacqueline n'ont pas porté plainte contre son oncle violeur, qui a nié les faits.
mes parents lui ont demandé de leur raconter le viol. Il leur a dit qu'il ne m'avait pas violée. Mon père m'a emmenée à l'hôpital. Ma famille a classé mon dossier de viol confidentiel. Tout est redevenu cool. Le viol a impacté les études secondaires de Jacqueline. Son école congréganiste l'a exclue pendant 2 ans après que l'une des filles du violeur l'a eut informée du viol. La victime a passé cette période au Cap-Haïtien, afin d'échapper aux moqueries dont elle faisait l'objet dans son quartier. Elle ressent un fort sentiment d'injustice, car son oncle n'a pas été jugé ni emprisonné. Elle pense que le viol qu'il lui a fait subir est impardonnable. 3. Présentation des témoignages sur les viols de voisinage. 3.1. Le témoignage de Rodette. Rodette, 25 ans, a été violée à l'âge de 12 ans par un voisin qui l'a considérée comme sa fille adoptive, viol familial. Elle était vierge. Elle explique les circonstances qui ponctuent le crime sexuel subi. J'ai subi un viol quand j'avais 12 ans. Dans mon quartier, un voisin m'a toujours appelée ma fille chaque fois que je suis passée devant sa maison. Je l'ai considéré comme un père. Un jour, il m'a dit qu'il allait prendre quelque chose chez lui. Je rentrais de l'école. Comme je lui faisais confiance, j'ai accepté de le suivre. J'avais 12 ans à l'époque. Je n'ai jamais soupçonné qu'il pourrait me faire du mal. Je l'ai toujours appelé papa. Il m'a dit d'entrer chez lui. J'ai cru qu'il allait me donner quelque chose. Malheureusement, il était seul chez lui ce jour-là. Il m'a demandé de m'asseoir sur lui. Ensuite, il a abusé de moi. Je pleurais. Mon cœur palpitait. J'avais peur. Il m'a dit « Je te tuerai si tu mets les gens de chez toi au courant. » J'ai tu les faits. Je n'en ai pas tenu mes parents au courant. J'ai eu de la fièvre. Mon vagin m'a fait mal, car j'ai été violée sauvagement. Rodette s'est lavé le corps de manière compulsive, afin de se débarrasser de l'odeur du violeur et de la souillure du viol. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis lavée au savon à plusieurs reprises. Je me suis lavée pendant une journée afin de chasser l'odeur du violeur. J'ai toujours senti son odeur. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu la chair de poule. J'ai craint d'être violée à nouveau. Je n'ai jamais informé mes parents de mon viol. J'ai eu peur d'être tuée par le violeur, raconte-t-elle. Le violeur donnait des petits cadeaux à sa future victime. Elle ne s'est pas doutée qu'ils étaient des signes annonciateurs du passage à l'acte sexuel criminel. Il me donnait des piroulis et des billets de 5 gourdes. Quand je rentrais de l'école, il me disait toujours « Ma fille, viens chez ton papa ». Ma maman et mon papa l'ont toujours vu m'appeler « ma fille ». Mais ils n'ont jamais pensé que ce monsieur me ferait du mal. Je ne l'ai pas soupçonné, moi non plus. Rodette est son violeur et tous les autres hommes, à l'exception de son propre père. Elle les perçoit comme des violeurs potentiels. Elle ne cache pas sa pulsion meurtrière, en disant qu'elle tuera son bourreau quand elle aura de l'argent. Son sentiment de haine a été enfanté par son viol, et par son incapacité à se purifier pour toujours. L'odeur réelle de son violeur est devenue une odeur fantôme. La victime raconte que tous les hommes meurent sauf mon père. Ils sont tous pareils. Je sais que mon père est un vrai père. Il ne me violera pas. Je me demande pourquoi une personne m'a violée quand j'avais 12 ans. Si cela dépendait de ma volonté, les hommes n'existeraient plus. Je me sens sale. Jusqu'à présent, je me sens sale. En d'autres termes, je sens que ce sentiment n'arrête pas de grandir chez moi. Je m'essuie le corps sans cesse. Je craignais le monsieur. Je le considérais comme un personnage. Il aurait pu être mon père. J'estime qu'il m'a fait du mal. Je dois le tuer pour que je devienne une femme à l'aise. J'ai déménagé. Je ne suis jamais retournée dans le quartier où le viol s'est produit. Je me suis toujours figuré que s'il avait une fille, je la ferais violer par un homme. Tout en sachant que je le regretterais après, je serais obligée de la faire violer, car son père a abusé de moi. J'ai envie de le tuer. Si Rodette est obnubilée par le désir de détruire son violeur, c'est parce qu'elle veut se purifier de manière complète en éliminant cette saleté. Le violeur incarne la saleté. Plus de 10 ans après, elle n'a pas pu se remettre de son viol. Celui-ci s'est transformé en un problème chronique avec lequel elle doit vivre. Elle étouffe dans l'œuf son désir d'aimer. Un homme ne doit pas m'approcher,
car je pense toujours à mon viol. Si je me permets de tomber amoureuse d'un homme, je le lui raconterai. Il me quittera, car j'ai perdu ma virginité lors du viol. Je me rappelle avoir discuté du viol avec un homme. Je lui ai posé cette question. Si tu sais que ta copine a été violée, est-ce que tu ne l'abandonneras pas? Il m'a répondu. Cela dépend du nombre d'hommes qui l'ont violée. Est-ce que le nom de cette femme n'a pas été sali? Est-ce qu'elle n'est pas pointée du doigt? Mes copines m'ont dit qu'elles avaient chacune un copain. Elles m'ont aussi parlé de leur relation sexuelle consentante. Elles m'ont toujours demandé si j'avais un copain. Leur question m'a attristée. J'ai peur d'aimer, car mon viol me tourmentera l'esprit lors d'un rapport sexuel. Elles m'ont toujours demandé de sortir avec elles, et d'accorder mon cœur à un dragueur. Elles pensent que je dois avoir un petit ami. Elles ignorent que j'ai une cicatrice dans ma vie, car je ne leur ai jamais parlé de mon viol. Donc, elles ne me haïssent pas. Mais elles m'aiment bien, dit-elle. Rodette n'a pas mis son père au courant de son viol de peur que celui-ci ne soit scandalisé. Cette même peur l'a dissuadée de consulter un psychologue. Elle prend la parole. J'ai fortement craint mon père à l'époque. Si je lui avais parlé du viol, il en aurait fait un esclandre. De plus, le violeur m'a dit qu'il me tuerait si j'en informais mon père. Un jour, je regardais un film sur le viol. La victime a été conduite à l'hôpital, puis chez un psychologue. En ce qui me concerne, je me suis retenue d'aller chez un psychologue de crainte qu'il ne parle de mon viol à tout le monde. C'est la première fois que je parle de mon viol. Il me sera difficile de l'expliquer à d'autres personnes. J'ai commencé à parler de mon viol, afin d'obtenir un éventuel soulagement. Peut-être que je l'oublierai. Rodette compare son viol avec celui d'une amie. Celle-ci a été violée par un ex-petit ami. Je me souviens d'une amie qui m'expliquait un viol qu'elle a subi. J'estime que son cas n'a rien à voir avec le mien, car cette personne a été violée par son petit ami. Elle n'a pas voulu faire l'amour. Son ex-petit ami l'a forcée à se faire coucher. Eux et d'autres personnes rentraient d'une activité festive. Ils ont bu. Rodette n'a pas encore envisagé de porter plainte. Elle croit que la justice haïtienne n'est pas rendue aux plus faibles. La justice n'existe pas en Haïti. Elle est rendue aux personnes les plus riches. J'aurais pu demander au violeur de m'accorder un dédommagement financier, si j'avais pris le chemin de la justice. Mais j'aurais été stigmatisée par la société, si je l'avais fait. Je n'ai jamais voulu que cette histoire s'ébruite, déclare-t-elle. Rodette croit qu'elle pourra tuer son futur époux si elle revit son viol de manière involontaire. Elle avait envie de se suicider. Elle se sentait indigne d'exister. Elle dit : si je revis mon cauchemar, je pourrais asphyxier mon futur époux. J'ai eu des idées suicidaires après mon viol. Je ne peux rien contre la force physique des hommes. Ils nous violent parce que nous sommes des êtres sociaux inférieurs. Rodette n'a pas la tête totalement immergée dans la rivière houleuse du viol, car elle s'est inscrite dans un processus de reconstruction de soi en donnant un sens à l'événement. J'aime lire. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi cela m'est arrivé, pourquoi ce monsieur m'a violée. Est-ce parce qu'il est physiquement plus grand que moi? Est-ce parce que je suis une fille? Se demande-t-elle. Sa haine du monde masculin est contenue par des fantasmes homosexuels, mais elle n'est pas devenue une lesbienne. Le fait de s'approcher des femmes lui a permis de combler, dans une certaine mesure, le vide existentiel engendré par le viol subi. Les stratégies d'approche du monde féminin sont porteuses de sécurité ontologique dans un monde social menaçant. Durant mes 17 et 18 ans, j'ai été à l'aise avec des filles. Je me suis dit qu'elles ne me feraient pas de mal en me violant. La découverte de certaines histoires dans des documents m'a dissuadée d'être trop à l'aise avec les filles. Je me suis convaincue qu'il fallait tomber amoureuse d'une fille plutôt que d'un garçon, raconte-t-elle. Elle rêve de devenir avocate pour défendre non pas les criminels sexuels, mais toutes les filles. 3.2. Le discours testimonial d'Annette. Annette a été violée par un jeune voisin qui la draguait. Il n'a pas été mon petit ami. Il me draguait. Je ne lui ai pas accordé mon cœur, dit-elle. Elle explique comment l'événement criminel s'est produit, les réactions de son père et des parents du violeur. Un soir, le jeune homme m'a dit d'entrer chez lui.
Il en a profité pour me violer. Il m'a battue. Après le viol, je suis rentrée chez moi. Mon père me cherchait. Le violeur m'a dit de ne pas ouvrir la barrière de ma maison. Je me suis retrouvée à l'arrière de la maison de mes parents, en survolant un bout de mur. Mon père m'a demandé où j'étais allée. Je lui ai dit, un jeune homme qui m'a demandé de venir le voir m'a violée chez lui. Mon père s'est rendu chez ses parents. Ils ont discuté du viol. Les proches du violeur ont dit que leur fils n'était pas sorti de chez lui le jour où le viol s'est déroulé. Au lieu de reconnaître les faits, ils ont facilité son marronnage. Voilà comment ils ont réagi. Mon père a mis la police au courant. Il a fait envoyer un mandat au violeur. La police a tenté de l'arrêter. Le jugement n'a pas eu lieu. Découragé, mon père a laissé tomber l'affaire. Il n'y avait pas de relation amoureuse entre le jeune type et moi. Ce viol m'a causé beaucoup de souffrance, car je n'étais pas la petite amie du violeur. C'est un garçon que je connais très bien. C'est lui qui m'a dévirginisée lors du viol. Le viol a enterré la vie sentimentale d'Annette. Elle est devenue androphobe, elle hait les hommes. Je n'aime pas du tout les hommes. Si j'aime un homme, je penserai toujours à mon viol. Je m'imagine que cette personne me violera ou me fera plus de mal. Je ne fais plus confiance aux hommes. Je ne peux pas aimer d'un vrai amour, car je suis très affectée par le viol. Malgré tout, j'aimerais trouver l'homme de ma vie, déclare-t-elle. La victime formule des conseils relatifs à la prévention secondaire du viol. Quelles précautions prendre après un viol? Si j'aime un homme, je mettrai mon papa au courant. Je demanderai à l'homme dont je suis amoureuse de venir chez moi. Si quelque chose m'arrive, mon père va en discuter avec les parents de cette personne. Par ailleurs, elle conseille aux jeunes femmes de ne pas sortir la nuit. Dans un monde androcratique, dominé par des mâles, la nuit est perçue comme une période dangereuse car les violeurs en profitent souvent pour abuser des femmes. Puisque ce sont les hommes, les voleurs, les violeurs et les loups-garous, femmes qui sucent le soir le sang des enfants, qui sont attirées par la nuit, nyctophiles, les femmes qui se font violer, voler, tuer, durant cette durée comprise entre le coucher et le lever du soleil ont toujours tort, tu n'aurais pas dû sortir la nuit. On pense que durant la nuit, celles qui sont prudentes doivent rester chez elles ou se faire accompagner d'un ou de plusieurs hommes. Quand un viol se produit la nuit, comme celui d'Annette, la victime se culpabilise ou est culpabilisée, survictimation notamment par ses proches. Je voudrais conseiller aux jeunes femmes de ne pas sortir la nuit et de respecter les heures de sortie autorisées par leurs parents. Il faut qu'elles respectent l'heure à laquelle elles doivent rentrer chez elles. Si elles mettent en application ces conseils, ils leur seront utiles, dit Annette. 4. Présentation des témoignages sur les viols commis par des inconnus. 4.1. Le témoignage de Sonia. Sonia a été violée par 2 inconnus quand elle avait 18 ans. Elle raconte les circonstances entourant son viol. 2 hommes m'ont violée tard dans la soirée dans un espace très sombre alors que je venais d'acheter quelque chose. Il n'était pas très tard. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.